il y a une personne qui est un des chefs de groupe, parce qu'il y a eu l'entraînement pour eux autres. Elle a monté la grande côte, elle est arrivée en haut avec le cœur qui pompait au coton. Puis je lui demande, puis c'est dur la côte? Il dit, ah, c'est pas la côte, c'est mon ego. C'est brillant, la côte, elle la fatigue pas, elle est assez en forme. Et c'est l'ego qui a fait pomper. Bon. Quand quelqu'un baille, qu'est-ce qui déclenche la réaction en chaîne qui fait bailler d'autres gens? Alors, j'ai dit, l'ego était un paresseux. Alors, quand quelqu'un baille, ben, il pense que c'est le temps de se coucher. Le bâillement, c'est un acte intelligent. Étant donné que c'est un acte intelligent, le bâillement a la faculté de créer une résonance vibratoire dans le périsprit de l'âme qui permet une télépathie plus rapide et qui met les êtres humains en résonance. Normalement, l'être humain va se mettre à bâiller parce que l'âme va quitter son corps physique. Lorsqu'une personne veut se coucher, si elle fait 3 ou 4 bâillements, si elle force des bâillements, elle va arriver à en faire des vrais, parce que seul le vrai bâillement est intéressant. Et elle va mieux dormir plus vite, et se reposer mieux. Parce que chaque fois qu'elle bâille, elle engendre un acte vitalo-biologique qui permet le désassujettissement de l'âme du corps physique. Étant donné que c'est un acte intelligent, l'individu qui bâille crée une résonance vibratoire au niveau de son périsprit et qui alerte le périsprit qu'il devra faire une extra-conscientisation astrale, dormir. De temps en temps, étant donné que le bâillement amène un peu plus d'oxygène au niveau du corps physique, la personne qui aura mal au cœur, en réalité mal à l'estomac, pourra vivre des bâillements. Mais encore là, le bâillement est simplement est déclenché par réflexe parce que l'individu respire trop. Respirant trop, lentement, le corps l'âme finit par penser que c'est une respiration de sommeil et elle déclenche un réflexe vital qui oblige le bâillement. Pourquoi le bâillement est extrêmement communicable? Simplement que le périsprit se met à vibrer d'une façon plus collective, télépathique, et les individus qui ont des périsprits qui ne sont pas suffisamment épais peuvent facilement être colorés par l'onde de forme émise par la personne qui bâille. Étant donné que le bâillement amène une onde de forme, une vibration sur le périsprit, et que c'est le périsprit lui-même qui engendre le bâillement, l'énergie qui frappe le périsprit n'a pas besoin d'être décodée par l'ego. Étant donné qu'elle vient faire vibrer le périsprit, il y a des chances que le périsprit émette immédiatement dans le corps physique le même ordre. Alors quelqu'un qui bâille, normalement, engendre le bâillement chez autrui. Alors le bâillement, même si ça paraît extrêmement simple, c'est une mécanicité qui devrait être développée. On ne devrait jamais s'endormir sans avoir bâillé quelques fois avant. L'ego est sur Terre pour mourir, soit à travers la mort du corps ou à travers l'anégoïsation. C'est faux. Il y a 4,5 milliards d'années qu'il meurt à petit feu. Si la mémoire est déjà quelque chose de mort, comment peut-elle jamais mourir? Paradoxe. L'ego est sur Terre pour mourir. C'est faux. L'ego va mourir sur Terre. C'est pas pareil. Soit à travers la mort du corps ou à travers la négociation. Fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Mourir, ça veut simplement dire perdre la conscience de la vie. Mourir, ça ne veut pas dire si je prends un papier et que je le déchire, le papier n'est pas mort. Il n'y a aucune conscience. Alors, si je prends un ego et que l'ego est dissous dans le monde de la mort, la conscience de l'agglomération mémorielle, des formes, elle n'est plus là. Il est mort. Mais je répète que les constituants ne s'en vont pas. Alors, l'ego qui gagne le monde de la mort vit une deuxième mort du point de vue de l'identité de l'ego. C'est l'identité qui disparaît. Ce qui est constitué disparaît, pas ce qui le constitue. La négoïsation, c'est une autre forme de mort, où l'ego, au lieu d'être dissous dans le monde des égos, le monde de la mort, est retransformé en énergie vitale. On prend une maison, on prend une table en bois, et on détruit la table de bois pour en refaire un arbre. Alors, la table est morte. Sauf que seule la forme est morte. La table, c'est une forme. Le bois reste le bois. Quand on prend un arbre et qu'on le coupe pour en faire des planches, pour faire des murs d'une maison, il n'y a plus d'arbre. Le bois est toujours là. Lorsqu'on défait la maison, on prend les planches et puis on en fait des jouets, le bois est toujours là. Lorsque l'on brûle le bois, ce qui constitue le bois est toujours là. Il y aura de l'eau, de la vapeur d'eau, du gaz carbonique, des cendres, de la potasse,
qu'il y avait dans le bois. Les constituants ne disparaissent pas. La mort est la mort de la forme. Du point de vue de l'ego s'identifiant dans la forme mourant, l'identité disparaît. Il y a 4,5 milliards d'années, oui, qu'il meurt à petit feu, non. Depuis 4,5 milliards d'années, il naît, il grandit. Depuis pas longtemps, il meurt. Il doit certainement y avoir un autre exemple qui pourrait mieux illustrer que l'arbre et la table pour montrer que l'ego il y en a beaucoup plus. Hein? Oui. J'aimerais ça que tu élabores sur d'autres exemples plus faciles à comprendre. Bon, je te verrai après la conférence. Ce sera pas long. Ici, il y a 4,5 milliards d'années qu'il meurt à petit feu, c'est faux parce qu'il se nourrit. Si la mémoire, c'est déjà quelque chose de mort, la mémoire n'est pas vivante, c'est-à-dire que la mémoire n'est pas une chose instantanée. La mémoire, c'est l'accumulation d'instantanés dans l'instantané. Ce n'est pas un développement neuf, c'est un développement usé. Ça ne provient pas d'un phénomène qui est en cours, ça provient d'un phénomène qui court. C'est qui a la mémoire, donc voilà, comment peut-elle jamais mourir? Encore une fois, on parle de mourir en ce sens perte d'identité. En d'autres exemples, ben, c'est la même chose que l'eau et la glace, hein, l'exemple conventionnel. Alors, la glace, c'est de la glace. Lorsque la glace fond, ben, l'eau reste toujours de l'eau, mais il n'y a plus de glace. Alors, la glace est morte. Mais lorsque l'eau se met à geler, l'eau meurt. Il n'y a plus d'eau, il y a de la glace. J'aime autant recevoir, moi, une chaudière d'eau qu'une chaudière de glace. De l'eau. Mais le résultat ne sera pas la même chose parce que la forme n'est pas la même. Alors, l'ego, c'est la même chose. Toute l'énergie qui constitue l'ego va rester. Ça va devenir un corps physique en santé, ça va devenir un double éthérique, ou ça va devenir un âme diffuse dans le monde de la mort qui va se réincarner pluralitairement à un moment donné. Alors, ça ne meurt pas dans le sens désintégré, mais c'est l'identité qui s'en va. Lorsque je vois de la glace, si ma glace fond, je vais dire, j'ai plus de glace. La personne va me dire, oui, mais gars, t'as plein d'eau. Je m'en fous pas de l'eau que c'est toute la glace. C'est la même chose. La forme est différente. Alors, c'est la même affaire, alors que le corps physique meurt. En réalité, c'est la forme qui s'en va. Mais tout est constituant reste là. Totalement là. L'ajusteur de pensée se manifeste par la parole instantanée. Est-ce qu'il se manifeste aussi autrement si une parole ou une pensée fausse est empoisonnée et que cela est suivi par une pensée qui fait une correction? Est-ce l'ajusteur ou autre chose? Je ne pense pas que c'est empoisonné. Bon, premièrement, si on dit une connerie et qu'on la corrige, l'ajusteur de pensée vient de corriger. Lorsque l'ajusteur de pensée arrive à traverser suffisamment instantanément le contexte laryngé de l'être humain, on va corriger en parlant. Sinon, on va corriger après. Voilà, la lumière suffit. Est-ce qu'il se manifeste aussi autrement? Ben, effectivement, l'ajusteur de pensée, la première expression d'un ajusteur de pensée, c'est qu'il engendre une question chez vous. Alors, je vais expliquer déjà ceci. On a un canal, et dans le canal, on a un âme plutôt, et dans l'âme, à un moment donné, descend un crayon. Le crayon qui descend dans l'âme, ou le crayon qui descend dans l'eau, eh bien, il tasse l'eau et il laisse une trace. Lorsque le crayon, qui est une énergie, traverse complètement l'eau, disons, si on le retire du verre d'eau, l'eau qui a touché le crayon n'a touché que le contour du crayon, et elle n'a en mémoire que le contour du crayon. Elle ne connaît pas tout l'intérieur du crayon. C'est-à-dire qu'elle a le contour du crayon seulement. Lorsqu'on retire le crayon, il reste la mémoire du contour du crayon. Dans l'âme, lorsque l'énergie ajustée vers un ajusteur de pensée descend, l'âme a connaissance du périmètre, de connaissance du contour du faisceau. Lorsque le faisceau est traversé ou lorsque le faisceau se coupe, on dit lorsque le faisceau se retire, eh bien, il reste cela. Et la trace du contour, ben, il manque tout l'intérieur. C'est la question. La première chose qu'un ajusteur de pensée fait, il permet une question avec des mots. Alors, on pense oralement. Du moment que l'individu pense oralement, il a un ajusteur de pensée. Il est totalement inconscient, un ajusteur de pensée qui saute d'une tête à l'autre. L'ajusteur n'est pas personnalisé. Alors, il vient chez quelqu'un, il s'en va ailleurs, il s'en va, puis il s'est remplacé par d'autres. À un moment donné, l'ajusteur de pensée commence à descendre suffisamment longtemps et il ajuste. C'est-à-dire que le faisceau, il est pluridivisé. Alors, au lieu d'avoir un crayon qui descend, c'est comme si on avait coupé le crayon en petites lamelles, on descend toutes les lamelles dedans. Alors là, l'eau pourra avoir un contact avec plus de particules, c'est qu'il aura donc il aura une plus grande connaissance du crayon. Mais il lui manquera encore des données, parce que l'eau n'est pas le crayon. Mais il en connaîtra de plus de parties. Alors, lorsque l'ajusteur de pensée fait cela, donc l'ajusteur ajuste le faisceau, il le pluralise, ça descend au niveau de l'âme. L'âme a maintenant réponse à la première question, une réponse qui n'est pas complète, parce qu'il y a des bouts encore qu'il ne connaît pas à l'intérieur des petits morceaux du faisceau.
Alors, l'âme a donc maintenant une réponse ajustée par l'ajusteur de pensée. Et ça peut engendrer la parole dans la tête. Nuance avec la pensée parlée. On peut penser et on peut se parler. Alors, l'exemple le plus évident, c'est lorsqu'une personne se rend compte qu'elle a peur, elle pense. Si elle dit « Ah, j'ai peur », elle pense. Si elle dit « Merde, j'ai encore peur », elle parle. Alors, parler dans sa tête, c'est différent, et là, ça dénote un ajusteur de pensée qui est plus expérimenté, qui vient toucher les neurones de l'humain. Il n'est pas nécessairement encore attribué à l'humain en permanence. Il peut ne pas. L'ajusteur de pensée va s'exprimer donc par la question. Il va s'exprimer aussi par la faculté de raisonner une réponse qui n'est peut-être pas complète. Et il va s'exprimer par des mutations cervelet-oreille. Alors, il y aura donc une mutation au niveau des osselets de l'oreille. Ça peut entraîner des perturbations au niveau de l'équilibre. Ça peut entraîner des assourdissements. Ça peut entraîner des bourdonnements d'oreilles. Ça peut entraîner d'autres petites choses, étant donné que le cervelet règle aussi d'autres parties du corps du point de vue sympathique et parasympathique, système qui est apparemment incontrôlé volontairement par l'homme. Ça va engendrer des pathologies ou des mécanismes suspects. L'ajusteur de pensée va s'exprimer aussi pendant le rêve. Il peut entraîner l'être humain qui fait un rêve dans un cauchemar. Dans un cauchemar, l'ajusteur de pensée a la faculté de venir initier l'âme, initier l'ego, pour que l'ego subisse des chocs violents qu'il va plus ou moins oublier lors de son réveil. Mais ces chocs violents-là pourront venir atténuer dramatiquement l'orgueil de l'ego. Et l'ajusteur de pensée peut donc s'exprimer par le cauchemar dans le rêve chez énormément d'individus. La grande majorité des cauchemars sont opérés par des ajusteurs de pensée, rarement par le système digestif qui va mal. Par contre, lorsque le système digestif va mal, il y a moins de sang au niveau du cerveau, dans certaines régions du cerveau, en l'occurrence au niveau du thalamus, ce qui permet moins à l'âme de s'exprimer et ce qui laisse donc plus libre le système cérébral au passage de l'énergie, l'ajusteur de pensée, qui va maintenant amener une manipulation de l'extra-conscientisation de l'âme et engendrer dans le voyage astral la codification du voyage astral qui sera le cauchemar, où chaque fois que l'être humain pense s'en sortir, l'ajusteur de pensée vient lui prouver que c'est pas lui qui est le boss. Alors, on a les deux grandes expressions de l'ajusteur de pensée. Lorsque l'ajusteur de pensée se sert du silement dans les oreilles, soit la droite ou la gauche, quelquefois, il semblerait que c'est pour avertir l'individu. Est-ce que il y a des façons de détecter qu'est-ce que c'est qui, quand c'est positif ou négatif? Ou, oui. Quelles sont-elles? C'est problématique d'en parler parce que lorsque l'ego le sait, l'ego fausse tout. N'est-ce pas mieux de le savoir et de le fausser pour quelques mois que de ne pas le savoir et de le chercher pendant des années? C'est-à-dire que oui, tu sais que ça sonne là, ça veut dire vas-y pas, donc tu vas pas. Mais en réalité, ça sonnait pour te dire d'y aller. Ça veut dire que l'ego maintenant le sait, il fausse tout. Alors, ce qui fait que tu arrives à un point où tout ce que tu sais, il faut que tu saches que c'est pas ça, c'est l'inverse. Mais sachant que c'est l'inverse, nécessairement l'inverse devient la réalité. Finalement, l'ego, l'anti-homme, continuellement en train d'essayer de te tromper, de t'avoir, ben, à un moment donné, tu ne sais plus. Tu prends un pendule, tu dis est-ce que telle affaire, c'est ça, il répond oui, et il marche. Après 3 ou 4 fois, il donne tout l'inverse, c'est ça que tu dis. Il marche toujours, mais il donne toujours l'inverse. Alors maintenant que tu le sais, ben, une fois sur deux, il donne l'inverse. Là, tu peux savoir du pendule, tu le prends, tu le tires. Alors, l'ajusteur de pensée, c'est pareil. Lorsque une oreille bourdonne, en particulier, c'est pas que quelqu'un pense à nous autres. Mais il y a effectivement un événement, une information événementielle, une énergie, une instruction dans un événement qui est en train de passer. Et normalement, si on est capable de digérer le message de l'ajusteur de pensée, l'événement n'arrive pas. Pas dans le sens dramatique ou dans le sens problématique qu'on pourrait le rencontrer. Le problème, c'est que l'individu, si c'est du côté gauche, ça veut dire des choses, ça dépend du cerveau. Pour la simple raison que si la personne elle est gauchère, le cerveau est bâti différemment, donc il y a une nuance. Si la personne en plus, elle a un mimétisme corporel, une mutation, enfin, bon, le terme ne vient pas. Si tout le corps de l'individu est bâti à l'envers, comme dans un miroir, donc le cœur, au lieu d'être à gauche, est à droite, n'est-ce pas? L'estomac est l'autre côté, tout est complètement à l'inverse, ce qui peut arriver. Nécessairement, l'individu a donc un cerveau qui est inversé aussi. Et alors, de parler de quelle oreille fait quoi? La meilleure chose, et encore là, pourquoi je ne peux pas trop en parler, c'est parce que moins l'astral va être au courant, mais ça va être. Il y a déjà quelqu'un qui en a déjà parlé, mais ce qu'il a dit n'était pas tout à fait vrai. C'est suffisamment ésotérique pour que seulement ceux qui pouvaient comprendre la totalité puissent s'en servir. Les autres ont appris des choses inutiles, inutilisables en tout cas. Alors, quand c'est le côté droit, ça veut effectivement dire quelque chose pour la simple raison qu'il y a une agression du côté gauche au niveau cérébral, donc du côté intuitif dans la majorité des gens, ceux qui ont la main droite comme étant la main forte. Et l'individu qui veut essayer de décoder cela doit apprendre. Pourquoi? Parce que le contact avec l'ajusteur de pensée peut être un silement, ça peut être un bourdonnement, ça peut être un sifflement, ça peut être un acouphène particulier, ça peut être long, ça peut être par fréquence,
ça peut être oscillant. Alors, ça peut être une oreille, l'autre oreille, une oreille, l'autre oreille. Il y a des messages. Maintenant, l'individu qui essaye de faire une table pour interpréter les messages d'ajusteurs de pensée par l'oreille, il fait un peu comme connaître l'être humain par les lignes de la main. Il fait un travail qui va être bon seulement pour 10 ans. Vous venez que toute cette mutation régulière, c'est une perte de temps. Alors, la meilleure chose, c'est que l'individu doit simplement apprendre à goûter ce que l'ajusteur veut lui dire. Donc, il apprend lui-même par l'expérience et à décoder ce que l'ajusteur veut lui dire. Donc, dire qu'il peut y avoir une autre raison que d'indiquer quelque chose. Ça peut être pour écœurer l'homme. En réalité, il n'indique rien. Ça qu'il y a. Quand on parle d'indiquer, il faut faire attention. Tout à l'heure, j'ai dit que si l'être humain était capable d'absorber l'énergie de l'ajusteur de pensée, ça éliminait une chose. Alors, il ne fait pas, c'est pas écœurer l'humain, c'est qu'il y a une énergie qui passe, et cette énergie-là peut être réfractée dans le cerveau par l'ego de certaines façons, et ça engendre, on parle des bourdonnements d'oreilles, ça engendre d'autres phénomènes pathologiques, comme par exemple, ça pique continuellement une place, mais t'as beau gratter, en réalité, ça pique pas. Le cerveau pense que ça pique là-dedans, mais t'as beau gratter, ça pique toujours là-dedans. Ça arrache le nez, ça pique pareil. Bon. Alors, ça, c'est l'ajusteur de pensée qui est mal canalisé. Nécessairement, l'ajusteur de pensée a une fonction, anégoïser l'homme. C'est la seule fonction qu'il y a. Parce que de l'énergie, on t'en donne. Mais pour que la structure identifiée énergétique qu'on appelle l'ego dans l'âme finisse par laisser la place à l'esprit, on doit lui donner de l'information qu'il peut digérer. On doit l'illuminer. Alors, on lui dit Dieu est réel, mais fou. Paf! Bon, alors tu laisses rentrer l'énergie. L'ajusteur de pensée a comme unique fonction exclusivement la négociation de l'homme. Alors, tu parles d'écœurer l'ego. Non. C'est qu'il y a une énergie qui vient pour faire quelque chose. L'ego résistant pour, ça crée des mécanicités qui, de toute façon, arrivent au même résultat. Mais tu te promènes en Lada plutôt que de te promener en Rolls-Royce. Oui, mais c'est justement, Daniel, alors, il y a un signe qui est envoyé. Il s'agit, tantôt, tu as mentionné que tu ne voulais pas trop en parler. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on est ici pour apprendre des moyens. Je ne veux pas parler de comment décoder les signes. Non, OK. Oublions le décodage, parce que le décodage, je conviens avec toi que c'est individuel. Exact. Chaque individu va avoir son message, la façon que le message est transmis. Pour un, ça va être un bourdonnement. Du côté droit, ça veut dire vas-y, puis l'autre, ça va être du côté gauche, ça va dire vas-y, et vice-versa pour le contraire. Mais lorsque c'est l'individu qui avance et qui arrive à un point où il peut, pas se placer dans un transe, mais comme si quelqu'un entre en transe, s'anégoïser. OK? Y a-t-il une façon quelconque qui peut, à ce moment-là, décoder? As-tu quelque chose à amener là-dessus? Pour aider à décoder, qu'est-ce que c'est que l'ajusteur de pensée veut amener lorsque, comme tu dis, ça pique ou ça bourdonne? La première chose que l'être humain doit savoir, c'est que premièrement, l'ajusteur de pensée qui fait cela, est-ce que c'est un ajusteur de pensée qui est personnalisé, qui est attribué à lui? Premièrement. S'il est anégoïsé, oui. Mais si c'est anégoïsé, l'ajusteur de pensée ne viendra pas l'achaler, oui, il va l'avoir digéré. C'est nécessairement un être humain qui pas n'est pas anégoïsé totalement, mais disons vers. Anégoïsé, ok, en phase d'anégoïsation. Ah oui. Bon, si c'est en phase d'anégoïsation, l'ajusteur est attribué à lui, ça va de soi. Bon, il l'a donc soudé à lui, qui est donc en fusion avec. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tout, de toute manière, pour simplifier les choses, c'est moins méritoire, mais c'est ça qu'on va faire. C'est que l'être humain qui a un ajusteur de pensée absolument fou doit s'arranger pour lui expliquer qu'il est complètement fou, cet ajusteur-là. Alors, pendant longtemps, moi, ça me piquait sur le nez. Bon. Puis mon ajusteur complètement fou essayait de me tester. Donc, il continuait à créer une anégoïsation en pleine conférence. Alors, tu es là, puis tu te grattes. Puis là, il faut que tu te grattes parce que tu vois que tout le monde regarde plus ta bouche mais ton nez. Et puis, ça pique, ça démange, ça grimpe lentement, ça monte lentement, ça va vers l'œil, ça pique toujours là, tu continues de te gratter. Après conférence, t'as beau te mettre le nez dans un verre d'eau, ça ne change rien. Ça pique toujours. Alors, de décoder, non, absolument rien. C'est on peut prendre les termes québécois, c'est un crise de cœur. Alors, qui continue à gratter, mais à un moment donné, quand je suis seul avec lui, il passe le cache. Qu'est-ce que tu as fait, justement? Est-ce que ça pique encore? Je parle pas aujourd'hui, là, je parle lors de conférences, certaines conférences. Oui, il peut arriver encore que l'ajusteur de pensée, voici, il y a un problème. C'est que, dans mon cas, je n'ai pas un ajusteur de pensée. Je passe mon temps à fusionner. Alors, chaque fois qu'un nouvel ajusteur de pensée vient se pointer et que je dois commencer sa fusion, son ingestion, il y aura nécessairement des tentatives. Et chaque fois que l'être humain est en fusion avec un ajusteur de pensée, c'est là qu'arrivent des symptômes comme on a vu là. Parce que plus il fusionne d'ajusteurs de pensée, il faut bien comprendre. Un ajusteur de pensée, c'est un canal. Alors, lorsque l'être humain a un canal, il a la possibilité de fouiller dans le monde supramental, dans le monde astral, ça va soi, puis finalement dans le monde supramental, etc. Lorsqu'il fouille dans ces mondes, il a un canal. Lorsqu'il digère l'ajusteur de pensée, ce canal-là devient une prolongation de sa constitution.
Et il peut en digérer un deuxième. Alors là, il y a doublement d'informations. Il peut en digérer un troisième, un quatrième, un cinquième. Et le problème avec moi, ce que je vis, c'est que j'en digère un maudit paquet. En même temps? Non, un à la fois. C'est la même chose pour tout le monde. Non. Non. C'est plaisant, mais non. Ça va venir. C'est pas la même chose. C'est pas encore la même chose pour tout le monde. Il y a un gros morceau qui doit venir, alors il faut un canal relativement immense. Et ce qui va arriver, c'est que chaque fois que je fais une conférence où je monte énormément, il y a un point où monter, j'ai plus assez d'informations. Alors je continue à monter. Et là, je force un ajusteur de pensée à venir se connecter. Alors, il se met en parallèle avec le canal et immédiatement, je recommence à avoir des grattings, des bourdonnements, je ne fais pas trop souvent. Mais je recommence à avoir des choses comme ça. Ça ne serait pas une transmutation des certaines cellules du corps physique qui ferait ça plutôt? Non. C'est-à-dire que, qui fait que tu ressens des choses, oui. C'est comme tout à l'heure je t'expliquais, c'est que le cerveau, en reprogrammation, détecte des symptômes. Les symptômes n'existent pas du point de vue biologique, mais le cerveau les détecte. Et plus tu as d'ajusteurs de pensée qui viennent se coller et se fusionner à toi, nécessairement, plus tu auras de parties de ton cerveau qui vont muter. Regarde l'exemple. Une personne qui a un ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'elle va faire? La première chose qu'une personne qui a un ajusteur de pensée va faire, elle va dire, ben là, je comprends ce que tu dis. Bien. Là, il pose une question, elle peut répondre. Mais elle ne pourra pas répondre avec la même volumétrie que moi. Elle ne pourra pas répondre non plus à toutes les questions aussi facilement. Elle va s'épuiser plus rapidement ou elle va se brancher rapidement sur l'astral. Un ajusteur de pensée, ça te permet de t'amener l'information nécessaire à ta constitution évolutive. Un individu qui dit, moi, je vais avoir un ajusteur de pensée pour faire des conférences, il en faut plus qu'un. C'est pas avec un ajusteur de pensée que tu fais des conférences, il en faut mauditement plus qu'un. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à descendre. Regarde l'exemple. Pour inventer des mots, un ajusteur, c'est pas suffisant. Pour la simple raison que tu, à un moment donné, tu poses une question qui est d'une envergure magistrale. Comme quand on pose des questions sur l'extra-réactionnalité. C'est pas avec un canal d'ajusteur de pensée que je vais réussir instantanément à avoir suffisamment d'informations. Oh, je vais pouvoir parler avec un ajusteur de pensée, mais on va pouvoir parler de la création. Mais toi, disons que tu as un ajusteur de pensée qui parle de la création. En 20 ans, tu vas dire ce qu'il va être capable de résumer sans t'avoir jamais entendu en une heure. J'ai pas mal plus de grosseur de canal, donc j'ai fusionné plus qu'un ajusteur de pensée. Oui, mais à ce moment-là, à la lumière de ce que tu dis, moi, j'appelle plus ça un ajusteur de pensée, j'appellerais ça plutôt un alliage d'ajusteurs de pensée. C'est la fusion avec le double passé qui crée un canal. Oui. Qui sont accessibles lorsque tu n'as pas. La seule chose qu'il y a, c'est que l'énergie vitale, pour augmenter ton canal, tu la prends dans le temps morontiel, le plan des ajusteurs de pensée. Alors, nécessairement, quand tu ramasses un phénomène formique, une forme d'énergie vitale particulière dans le temps morontiel, c'est un ajusteur de pensée. Alors, tu l'attribues à toi et puis nécessairement, tu le fusionnes. Tu grossis ton canal avec cette matière-là. Mais le temps que tu fasses cela, lui, il réagit comme n'importe quoi. De temps en temps, je lui donne un ajusteur de pensée qui est drôlement perfectionné, qui a de l'expérience. Dans ce temps-là, bien, subitement, ouais, j'ai une vision, c'est génial. Mais à un moment donné, tu as un ajusteur de pensée absolument débile, on se demande même qu'est-ce que ça fait là. Et je fais une conférence, je parle de certaines choses, et puis à un moment donné, je suis connecté ailleurs, mais par un petit canal idiot, cet ajusteur de pensée-là. Alors, je le replace, là, je m'en viens là avec, puis à un moment donné, ben, il y a la musique là, puis bon, on s'amuse. Puis finalement, ben, j'ai fusionné. OK. Avant de passer à la prochaine question, là, vu qu'on est sur l'ajusteur de pensée, beaucoup d'individus, Daniel, lorsque justement l'ajusteur de pensée se perfectionne, il arrive à un point où lorsqu'il parle, seul ou avec d'autres, c'est au moment où qu'ils ont parlé qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont dit une connerie. C'est l'ajusteur de pensée qui lui permettent de l'apercevoir à ce moment-là. Ou bien lorsqu'il le dit, après ça, bien, semble-t-il que ça vient. Suffisamment à l'écoute de ton ajusteur de pensée. Et comment être à l'écoute de ton ajusteur de pensée, c'est simplement écouter ce qu'on dit. Pas ce qu'on a dit, mais ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on va dire, mais ce qu'on dit. Alors, si suffisamment à l'écoute, il te corrige au fur et à mesure que tu parles. Sinon, ben, tu vas observer la mémoire que tu dis, l'ajusteur de pensée, en même temps, tu décodes que tu déconnes. Ça, c'est un début. Mais pour passer, quand on dit début, ça semble très simple de passer de ce parti-là à celle-là ici. C'est très simple. Il faut que la personne ait un contrôle total sur son système musculo-oculaire. Il faut que la personne ait le contrôle total sur la perfection de contrôle de son cristallin. Il faut que la personne ait un contrôle total sur les perceptions kinesthésiques de son corps physique. Il faut que la personne ait un ego suffisamment solide pour ne pas se mettre à vomir ou avoir des étourdissements alors que l'âme suit le corps physique. Et c'est des choses que plusieurs personnes ont déjà fait comme expérience dernièrement au niveau des cours que j'ai donnés sur le contact et sur le soudage d'un ajusteur de pensée à un individu, l'attribution d'un ajusteur de pensée. Lorsque cela est fait, ça peut aller. Mais encore une fois, c'est que c'est facile quand tu es capable. C'est impossible, pas difficile, c'est impossible quand tu n'es pas capable.
Alors, on prend un individu qui ne connaît pas trop de choses, ou qui connaît énormément de choses, mais qui n'a pas d'ajusteur de pensée, donc qui n'a pas de structure neuronique mentale suffisamment avancée. Il y a des individus qui pensent que pour avoir un ajusteur de pensée, il faut savoir c'est quoi un atome. Non. Quand tu ne sais pas c'est quoi un atome, eh bien, le fait de l'apprendre, ça oblige ton cerveau à travailler, ça crée de l'énergie mentale. Mais l'atome, on s'en fout comme la 40. Même comme la 70. Bon. Alors, tu te connectes, tu as une attribution mentale suffisamment intéressante, et puis, tu peux avoir un contact avec l'ajusteur de pensée, et puis là, par certaines petites techniques ou certains petits travails, on peut y arriver. L'individu qui n'a pas cet état-là, eh bien, moi, j'ai beau être ce que je suis, je ne pourrais absolument rien faire. À mon contact, il comprendra, éloigné de moi, il comprendra tout. Bon. Alors, lui, effectivement, tu vas lui dire, bon, ben, quand tu commences à avoir, à t'observer, tu fais ceci, tu fais cela, non, la transition entre ce qui est facile et ce qui est facile, pour lui, est impossible. C'est pas difficile, c'est pas faisable. Je n'ai pas fini ma question tantôt parce que justement, quand je dis que ça semble facile à faire les deux, mais c'est très difficile. Et la pire phase, je pense, c'est lorsque tu parles et que tu t'aperçois que tu dis des conneries, tu es toujours obligé de dire non, non, c'est pas ça, puis tu recommences. Non, non, c'est pas ça, puis tu recommences pour bien l'exprimer, ce que c'est que tu avais à dire. Tu n'as pas plus de trucs sur ce côté-là. Oui, il faut que tu écoutes en même temps ce que tu dis. Quand tu fais cela, c'est que tu n'as pas un contact suffisamment instantané avec ton ajusteur de pensée. Donc, tu n'écoutes pas ce que tu dis comme quand tu écoutes quelqu'un d'autre qui te parle. Étant donné que tu n'écoutes pas ce que tu dis, c'est-à-dire que tu es mort. Si tu serais vivant, ça n'arriverait pas. Tu es mort pourquoi? Parce que ce que tu dis, tu le savais déjà avant de le dire ce que tu étais pour dire. C'est-à-dire que tu le savais déjà avant, tu savais la consistance, tu ne savais pas comment tu étais pour le dire, mais tu savais ce que tu voulais dire. Et là, à un moment donné, tu commences à parler et pendant ce temps-là, tu remplis la cornemuse. C'est-à-dire que tu vas fouiller pour savoir ce que tu vas dire ensuite. Puis là, ça se parle pendant ce temps-là, mais ça se parle coloré par l'ego. Puis tu n'es plus à l'écoute de ce que tu dis. Tu remplis la cornemuse. Puis là, quand tu as fini, là, tu as la mémoire, parce que tu es juste suffisamment vivant. Tu as la mémoire de ce que tu viens de dire. Tu te rends compte que les mots qui sont sortis, ce pas les mots que tu voulais mettre. Il y a le mental qui parle dans un micro, l'astral qui parle dans un micro, c'est ça par le même haut-parleur. Alors, nécessairement, il y a une coloration totale de ce que l'un veut dire par rapport à l'autre. Alors, si tu es suffisamment vivant pour écouter ce que tu dis, tu ne peux pas être mort. Parce que la première chose à faire, c'est de contrôler son système oculaire. Ça va. La deuxième chose à faire, c'est de totalement être présent à ce que l'on dit, d'écouter chacun des mots, d'écouter en même temps qu'on les dit, de savoir ce que l'on dit. Et nécessairement là, c'est réglé, tu ne pourras pas dire de conneries. Tu vas dire, l'ajusteur de pensée, c'est une illusion qui, ce n'est pas une illusion qui, c'est tellement, c'est une réalité. À un moment donné, ça va être une réalité. C'est trop instantané, tu t'écoutes. À ce moment-là, il y a de l'énergie qui entre, qui est précise, qui est exacte. Officiel, ton âme étant pas là. C'est juste le véhicule qui a de difficulté à l'exprimer. L'homme, c'est un vide, l'homme. C'est totalement vide. Il n'y a rien dans l'homme. Vide, c'est une fusion. Tout bout de champ. Alors, vu qu'il n'y a rien dans l'homme, ben, la moindre connerie qui passe à côté de lui, comme un âme, par exemple, collé dedans, c'est un vide, l'homme. Alors, si tu élimines l'âme par un contrôle, ben, qu'est-ce qui va rentrer? Ben, il va rentrer ce qui reste, l'esprit. Rien à faire. Mais l'âme, c'est comme le monoxyde de carbone. Ça a une plus grande affinité pour le corps de l'homme que l'oxygène, l'esprit. Alors, si je respire du monoxyde de carbone de l'exhaust auto, en même temps que de l'oxygène, les globules rouges vont se faire atteindre. Pas ce que tu dis, pas ce que tu vas dire, tu dis. Puis tu n'essaies pas de penser à d'autres choses, la cornemuse, ça n'a plus besoin. Lorsque je me sens perdu, je ressens le besoin de voir un chat. Le fait d'en voir une ou deux secondes, et ça va mieux. Est-ce que l'onde de forme rassure mon ego ou est-ce qu'au niveau vital qu'il se passe quelque chose? C'est l'onde de forme, la personne suce son pouce. Alors le chat la rassure, le fait de voir un chat, ça la rassure. C'est exactement comme si une personne s'allume une cigarette, ou comme ça pourrait sucer son pouce un petit peu, ou se masturber, ben c'est la même affaire. Alors ça vient renourrir une sécurité. L'ego se sent bien, et quand il voit un chat, c'est correct, je suis encore sa planète Terre, je vois vivant. Inconsciemment, c'est ce qui se passe au niveau des structures de l'ego. Alors lorsque la personne voit un chat, même une ou deux secondes, ben, c'est un peu comme quand je me pince, je sais que je suis là. Correct. Ben, c'est ça. Le chat fait office de ça, c'est la personne qui se pouce. Comment se débarrasser de cette habitude? Ou la transmuter? La première question est de savoir s'il faut s'en débarrasser ou pas. Parce que finalement, ben, ça s'appelle l'ego. Il y en a qui vont devoir aller faire des dépenses folles pour se rassurer. Elle avoir un chat, c'est plus facile. Donc, il faut vérifier. Il y en a, ça va être de faire l'amour. Il y en a, ça va être d'aller voir un film. Ben, c'est peut-être plus facile de voir un chat. Parce que l'ego reste dans l'homme, alors c'est pas nécessairement un problème. On va dire, voir un chat, c'est tout niaiseux, oui, mais parce que c'est anormal. C'est niaiseux pour un, mais c'est pas niaiseux pour l'autre. Ça, on va dire c'est niaiseux parce que c'est anormal, c'est plus normal de faire des dépenses. Mais c'est aussi plus brillant de regarder un chat que de faire des dépenses. Alors, c'est juste ce qui arrive.
Là, ben, il y en a qui vont téléphoner leur blonde, leur mari. Il y en a qui vont s'inquiéter. Au moins, ça leur donne l'illusion qu'ils vivent autant regarder un chat. Puis comment s'en débarrasser? Ça va se débarrasser de ça. À un moment donné, la partie qui n'a besoin va être égoïsée. On va régler le problème. Depuis 2 jours, quand je mets les pieds dans ma chambre pour me coucher, mon oreille droite se met à entendre. Est-ce que le corps suit? Alors, je sais pas. Ma circulation sanguine. Oui, elle met les pieds, alors il faut savoir si elle a vu le corps avec. Un peu, là. Ce sont des questions imprécises. J'ai énormément de difficultés à m'écouter en lisant la question et en t'écoutant. Je recommence. Depuis 2 jours, quand je mets les pieds dans ma chambre pour me coucher, mon oreille droite se met à entendre ma circulation sanguine. C'est comme si j'avais un stéthoscope dans l'oreille. Est-ce que j'entends ressemble au bruit que fait le fœtus que j'ai déjà entendu avec un moniteur? Non, excuse. Et ce que j'entends ressemble au bruit que fait le fœtus que j'ai déjà entendu avec un moniteur. Je n'ai aucun mal, mais ça m'achale. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce que ça veut dire? Deux choses. La personne, il faudrait qu'elle précise à un moment donné si le battement cardiaque qu'elle entend, il faudrait qu'elle prenne le pouls. Elle entend battre. Est-ce que ça bat comme ce qui est le bruit d'un battement de cœur d'un fœtus? Ou si ça bat qui est le bruit d'un adulte? Parce que l'enfant, son cœur bat drôlement plus rapidement que l'adulte, puis dans le corps de la mère, ça bat. Alors donc, une nuance. Elle peut entendre son propre cœur parce que quand elle pénètre dans sa chambre, elle a une appréhension, parce qu'il s'est passé un cauchemar, parce qu'il y a un objet qui lui déplaît, parce qu'il y a un changement qu'elle va vivre. Et lorsqu'elle rentre, sa pression sanguine augmente légèrement. Augmentant légèrement, nécessairement le sang qui passe un peu plus proche de l'oreille et qui est augmenté, la pression augmentant là peut donc engendrer un assourdissement au niveau de l'oreille et la personne entend donc son cœur battre. Et parce qu'elle entend son cœur battre suite à cela, ça peut créer une stimulation mémorielle qui lui amène l'idée du cœur qu'elle a entendu au niveau d'un fœtus. Mais ce n'est pas nécessairement la restimulation mémorielle du cœur du fœtus. Donc, ça dépend de la vitesse du battement cardiaque. Et en plus, la personne qui donc rentre là-dedans, il ne faudrait pas même qu'on voit cela. Et vu que c'est en rentrant dans sa chambre, normalement, c'est qu'il y a quelque chose dans sa chambre qui présentement la manipule, c'est-à-dire l'oblige catégoriquement à augmenter sa pression sanguine. De très peu ou de beaucoup. Et il faudrait qu'elle observe, qu'elle change le rituel de sa pénétration dans la chambre. Il faudrait qu'elle change aussi certaines choses de la chambre pour transformer l'onde de forme là qui vient stimuler une mémoire qui augmente sa pulsation cardiaque. Si c'est le phénomène fœtal qui revient, donc qu'elle a déjà entendu, il y en a un rapport avec la chambre, donc en changeant encore son rituel de pénétration dans la chambre. Si elle rentre toujours de la même façon, si elle place toujours les choses de la même manière, il faut qu'elle change son rituel. L'état d'esprit aussi. Bien, en changeant le rituel, elle va changer l'onde de forme, donc nécessairement, l'état d'esprit va nécessairement devoir changer. Si en entrant, elle regarde toujours son cadran, si le cadran n'est plus là, en rentrant, elle va regarder le bureau, donc nécessairement, le phénomène, c'est pas l'état d'esprit, nécessairement, c'est l'état amique. Mais ça va finir par changer parce que la matière ne pourra plus supporter ce qu'elle fait. C'est toujours ce qu'il faut faire. On me pose des questions, mais bien souvent, on doit observer. Puis si on connaît suffisamment la phénoménologie de l'âme, ce que j'ai expliqué depuis le début, c'est que les gens savent en masse comment ça fonctionne. Alors, on ne devrait pas appliquer ça. Peut-être cette personne-là vient de faire ton séminaire. Exact. C'est pour ça que le gros problème, c'est que les gens ne veulent pas, ne font pas confiance à l'application qu'ils peuvent faire de ce qu'ils ont ramassé dans un séminaire ou à travers des cours. Et c'est ça qui est le gros problème. Souvent, on me dit, bon, moi, ça pense toujours dans ma tête, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je leur dis, bien, faites une démarche patente mentale, que certains ont vu en PMC4. Alors, ça peut régler ça? Ben oui, en PMC4, on l'a vu, puis on vous a expliqué que ça pouvait régler ça. Ah, OK. Ben, ils le savent, c'est écrit dans leur livre, mais c'est ça qui est le problème, bien souvent, c'est que l'être humain ne se donne pas, l'ego ne lui permet pas d'appliquer une solution. C'est toujours la maudite question, qui suis-je pour avoir raison? Je ne fais rien pour avoir raison, mais t'es un ajusteur de pensée. Lui, il est tout pour raison. C'est une question de confiance. Oui. À la base, dans tout. Fais-le. On m'a toujours dit d'arrêter de triper sur les formes et de sortir de la matière. Et cela m'a permis de les sentir de plus en plus. Il y a des formes où que ça me communique rien. D'autres me transmettent de l'énergie. On me juge instable parce qu'à leurs yeux, il existe seulement de la stabilité et pour eux, c'est la réalité. Pour moi, il n'y a rien de stable et j'aime entrer
en affinité avec tout ce que je sens. Le problème, c'est qu'en ne répondant pas à la question, je crée de l'incertitude dans l'ego de la personne qui la pose. Mais elle a totalement raison, pourquoi faudrait-je répondre? Ah, mais même si elle a raison, elle veut que je la confirme. Oui, mais ça va lui donner de la confiance à cette personne-là. Ben oui, mais c'est ça qui, à un moment donné, devient un petit peu aberrant. On comprend la mécanique. Mais quand je ne réponds pas, mais ça fait rire certaines personnes. C'est quoi? C'est correct que j'ai à répondre. Et la question, c'est même pas une question, c'est d'abord une confirmation. C'est ça. De toute façon, d'accord, j'ai une grande fonction, c'est un confirmeur. Je confirme. Parce que l'humain, c'est déjà. Parce que l'humain n'est pas capable de se supporter dedans son savoir. Il a besoin qu'on le confirme. Ça va, ça marche. Tant qu'on travaille au niveau de l'instruction de l'ego, ça fonctionne. En ne répondant pas, ça crée un stress. Et si la personne est suffisamment ajustée, ben, elle va dire de toute façon, c'est ça. Et là, j'explique la mécanique, donc évidemment, je confirme le phénomène. Elle est instable, elle est instable. C'est quoi être instable? C'est de ne pas être comme tout le monde, de ne pas être mort. Ça me dit que tu aimais ça, ben j'ai changé. Ah oui, mais tu changes tout le temps. Toi aussi. T'as un cheveu de plus. T'as vu ça? Quelle différence y a-t-il entre race neuronique de couleur et race cutanée de couleur? Ben, il y a une nuance majeure, c'est que la race cutanée, c'est un rapport aux cellules de la peau, donc une race noire, une race jaune, une race blanche. Et la race neuronique fait référence aux races ésotériques. Quand on parle de race noire lémurienne, de race rouge atlantéenne, de race blanche indo-européenne, on ne fait pas référence à la couleur cutanée, on fait référence au système neuronique. Alors nécessairement, dans l'astral, lorsque les voyants ont vu ces corps-là, lorsqu'ils ont vu une race translucide, eh bien, c'est simplement que le corps physique, probablement l'hémoglobine n'existait pas, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'âme, vu que le sang transporte l'âme. Et lorsqu'ils ont vu cela dans le monde astral, dans les annales akashiques, ils ont vu des corps où la lumière, le peu de lumière qu'il y avait à l'époque, les traversait, donc une race translucide. À un moment donné, la race, le corps physique s'identifié un peu et ça est devenu un peu plus opaque à la lumière. Et dans la voyance akashique, on a pensé que, devenant opaque, on les a appelés les corps de la race jaune. À un moment donné, devenant de plus en plus opaque, la lumière ne traversait plus les corps en lémurie. Alors le terme ésotérique, c'est une race noire, opaque. Et en Atlantide, lorsque l'âme apparaît, lorsque le système d'hémoglobine commence à fonctionner, lorsqu'il y a plus de sang, la peau n'est pas encore tout à fait opacifiée et on voit le sang. Alors on appelle cette race la race rouge. Et rendu en Lémurie, pas en Lémurie, mais aux Indes, dans le contexte européen, eh bien, on parle de race blanche, en ce sens que c'est recouvert par une autre peau, une peau qui réfléchit la lumière. Mais depuis l'Atlantide, il y a eu l'écrasement de l'eau sur la planète Terre, il y a eu donc les déluges, et il y a plus de lumière, et la couleur de la peau de la race indo-européenne ressortait, étant donné qu'il n'y a pas de couleur blanche particulière dans les annales akashiques de l'époque. Il n'y a pas de neige, il n'y a pas de papier blanc, il n'y a pas de sucre blanc ni de farine blanche. C'était pas con encore à l'époque. Alors, nécessairement, on n'avait pas de critères de comparaison. Et on les appelait la race blanche. Et ça n'a rien à voir avec la race blanche qui a muté en Égypte pour devenir noire. Et c'est l'Égypte et finalement l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la race chinoise. Ils ont les yeux bridés. Et oui, c'est pas à cause qu'ils ont les couilles poignées dans leur tiroir. Et on imagine souvent que les différentes races qui sont arrivées sur le plan planétaire, parce qu'ils viennent de différentes planètes, on peut s'amuser, c'est intéressant. L'Australopithèque venait de quelle planète? Je suis pas mal convaincu. Très bonne question. Comment évaluez-vous la valeur monétaire d'une façon énergétique? Pour moi, séminaires et conférences sont les mêmes à prix moindre. Ah ben, il n'y a aucun problème. Effectivement. S'il y avait plus de monde aux conférences, le prix serait meilleur marché. S'il y avait plus de monde au séminaire, le prix serait meilleur marché. Oh, évidemment. Et il y a une autre nuance aussi que les gens ne voient pas souvent, que certains égos ne voient pas. C'est la possibilité de passer 2 jours, la possibilité de poser les questions au fur et à mesure. Et le contact énergétique est extrêmement différent, c'est-à-dire que si tu as 100 personnes qui absorbent l'énergie, il ne reste pas autant d'énergie pour les individus que s'il y en a juste 10. Puis je sais que les conférences sont extrêmement pas chères, les séminaires non plus, mais le centre ne veut pas les augmenter. Une chose est juste intéressante, c'était là, de toute façon, à un moment donné, tu as organisé une conférence pour que je vienne expliquer à des hommes d'affaires un cours qui s'appelle l'ajustement de la parole.
Un cours qu'on donnait ici à 165 et qu'on donnait gratuitement à ceux qui avaient fait certains CMC. Et c'était cher, 165 on s'en rappelle, il y a des gens qui trouvaient que c'était un petit peu cher pour 12 heures de cours comme ça. Alors, après avoir parlé d'un cours, le même cours qu'on donnerait en 6 heures de temps des hommes d'affaires, on leur a demandé quel prix que les autres pensent que ça vaut. Et tout était là, et ils ont dit plusieurs milliers de dollars. Ils ont donné des chiffres. Ben, c'est ça. Ça dépend simplement de la valeur énergétique. Quelqu'un regarde une Rolls-Royce, il va dire ça, c'est un char qui vaut au moins 17 000 $. Oui, quelqu'un qui ne connaît rien, ça vaut 17 000 $. Amène la même Rolls-Royce devant quelqu'un qui connaît la valeur des choses, il va te dire 85 000, 100 000. Ça dépend de payer les choses. Moi, je connais des gens qui ont fait des séminaires qui ont dit que ça leur valait au moins 10 000 $. Puis ils n'auraient pas payé 10 000 $. Oui. Pour leur vie, c'était même, s'il y avait eu les moyens de payer 10 000 $, ils l'auraient payé. Il y a aussi une question d'être capable de payer le loyer, l'électricité des employés. C'est pas seulement le prix. Si le passé n'existe plus, comment un paraterrestre peut-il aller dans son passé? Pour la simple raison que tout à l'heure, j'ai expliqué que, et c'est surtout hier que j'ai expliqué cela, le passé existe toujours. Il n'existe qu'un seul passé, celui qui permet et qui autorise notre présent. C'est la nuance. Les passés probables n'existent plus parce que les avenirs, les futurs possibles, ont été détruits. Mais il reste toujours un cheminement qui est cumulé dans la structure génétique de l'homme, d'un passé instantanément présent. Et on parle donc de monde parallèle. On ne parle pas de reculer dans le temps. On parle de se déplacer d'un monde à l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Et autre chose, la grande majorité de la conscience est présentement exprimée dans ce que vous appelez le présent, alors qu'une partie de la conscience est exprimée dans des futurs possibles. Mais la majorité des êtres humains qui vivent dans ces futurs possibles-là n'ont pas de conscience. La conscience n'est pas rendue là. La conscience, elle est présentement en 1988, après Jésus-Christ. Elle est donc ici. Mais les corps physiques qui la reçoivent n'ont pas la perfection des corps du futur. Mais la conscience qui permet l'animation intelligente de la matière, elle est ici. Alors, il y a des possibilités que certaines consciences de l'avenir puissent descendre dans le passé où il y a de la conscience. On ne peut pas descendre dans un passé où il n'y a plus de conscience. Si on y va, on perd sa conscience. Et c'est le gros problème. Alors, nécessairement, lorsque la conscience descend dans un endroit où il y a de la conscience, elle doit augmenter le schéma de conscience de ce qui l'entoure pour pouvoir mieux recevoir le reste de sa conscience. Descendre à l'époque des pharaons, on n'aurait aucune conscience. Il ne reste que des corps vivides d'images. Alors, ce n'est pas la même chose. Et il y a un passé qui existe, celui qui nous autorise à être ce que nous sommes. Alors, j'ai expliqué un peu hier dans les cours sur les crises d'avenir que si du jour au lendemain on change l'humanité, du jour au lendemain l'histoire va être changée. Toute l'histoire en arrière va être changée. L'histoire est bâtie de façon à permettre à l'ego de comprendre et de supporter sa présence. C'est rien qu'à ça l'histoire. Alors, si du jour au lendemain, on peut traverser les murs, on découvrira dans le passé qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Et puis, on se rendra compte que de plus en plus d'autres l'ont fait. On trouvera un manuscrit qui explique comment. Ces choses-là n'existent pas présentement. Mais si on change le présent, immédiatement, l'histoire va être changée. Et on va trouver des preuves. Alors, c'est simplement ça. Le passé existe, mais le seul passé qui existe, c'est le passé qui permet d'être ce que nous sommes. Et dans des avenirs possibles, il y a certaines régions, dans des mondes parallèles, des futurs possibles, où il y a un peu de conscience. Cette conscience peut donc rétrograder, ce qu'on appelle un paraterrestre. Mais ça ne peut pas aller là où il n'y a pas de conscience. Autrement dit, il n'y a pas de paraterrestre en Afghanistan. Quelle est la ressemblance entre la boucle de Moebius et les mondes parallèles? Cet anneau de Moebius, c'est un anneau qui permet à une conscience tridimensionnelle de comprendre que dans un monde tridimensionnel, il existe quand même un phénomène qui peut être très, très, très trompeur. Est-ce que Mario Gosselin est ici? Bon, ben alors, peut-être que quelqu'un peut aller lui demander de me faire un anneau de Moebius assez grand, il m'amène une paire de ciseaux, et un crayon feutre. Alors, on va revenir sur l'anneau de Moebius. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, et puis si l'anneau est assez grand, si Mario fait bien ça, on va être capable de faire un miracle. C'est fun quand tu me regardes en disant ça. Il pose des farces, il tombe pas. Hein?
hiéroglyphes, hiéroglyphes de statues pharaoniques enseignent un yoga d'une très grande intelligence. Tauris disait qu'il était maître du son, du poids, de la lumière et de la lumière. Question, peut-on créer ces pyramides sans une science avancée? Les hiéroglyphes lus par un Égyptien de l'époque n'enseignaient aucun yoga. Les hiéroglyphes lus par un illuminé de notre époque y voient un yoga. Les Égyptiens vivaient dans un monde absolument débile, un monde stupide. Les pharaons se rasaient la tête de façon à mieux percevoir les bruits autour d'eux, pour écouter autrement qu'avec leurs oreilles, pour éviter d'être tués. Toutankhamon a été assassiné vers l'âge de 19 ans d'un coup sur la tête. Les Égyptiens puaient. Les Égyptiens de l'époque. Aujourd'hui, encore un peu, ça dépend où on va. Bon. Ils s'entretuaient, ils se battaient. C'était. Comme moi, ça me fait penser à quand je regardais l'émission Thierry Lafronde à un moment donné, où les châteaux sont propres. Tout est beau. Tu sais, les vues de cow-boys où ils ont leur ceinturon attaché ici, puis le revolver assez haut, qu'il faut quasiment qu'ils se mettent à deux pour le sortir. Les premiers buts de cow-boys, quand ils se battaient, le chapeau ne tombait pas. Ils arrivaient d'une randonnée à traverser les États-Unis d'Amérique, pas une poussière sur eux autres. Les pantalons toujours bien repassés. Quand Sergio Leone a commencé à faire des films, là, les gars puaient. Les gars se lavaient pas. Les gars étaient tout croche. La poussière, il y en avait en masse. Il y a même un cache-poussière. Les balles de fusil arrachaient les bras, parce que les balles à l'époque étaient immenses. On a commencé à avoir des films sur la guerre de sécession, encore faits par Sergio Leone. Il était une fois la Révolution. Ces choses-là, on découvre que c'était pas aussi beau que ça. Et puis à un moment donné, on regarde des films du passé qui sont plus authentiques. Je ne parle pas des films bibliques faits en 1926, où là, encore là, leurs togs sont tout repassés avant des mètres, et les femmes ont des coiffes de cheveux, des coupes de cheveux qui sortent de je ne sais pas quel salon de coiffure. Les cheveux étaient tout pognés, en plein de tocs, tout mêlés, c'était crasseux, crasseux, crasseux. Là, on s'en servait pour boire, pas pour se laver. Il n'y avait pas un être humain qui était assez fou pour se laver. Ça protégeait des bébites. Alors, lorsqu'on regarde la science pharaonique, c'est une fable. Par contre, il faut qu'on comprenne une chose, c'est que notre présent crée le passé. Alors, à un moment donné, on a besoin, pour mieux nous rassurer, de trouver des preuves que dans le passé, il y a eu des extraterrestres. Alors, on va trouver des preuves. Et plus on va chercher, plus on va en trouver. Parce que plus on va chercher, plus il va s'en créer. Mais ces preuves-là ne prouvent pas que dans le passé, c'est pas ceci. Ça prouve que dans l'actualité, il y a des traces qui ressemblent à. Alors, à un moment donné, on trouve des hiéroglyphes qui expliquent ce que l'on veut. À un moment donné, il y avait dans la pyramide des séparations d'année en année. Et là, on pouvait trouver la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça continue, ça l'arrêtait en 83. Fin du monde. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a décidé d'attribuer à cette ligne-là la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? On s'en fout. L'Égyptien n'avait aucune idée. Lui, il a peinturé simplement quand sa belle-mère est rentrée dans la maison. Et là, on attribue la Première Guerre mondiale. On attribue la deuxième à l'autre ligne. Et puis finalement, quand on regarde, ça semble correct. Mais il s'est tellement passé de choses dans notre passé que finalement, il y a toujours une ligne qui fit avec ce que tu voudras que ça fait. Les prophéties, on peut toutes vous prouver que Nostradamus avait raison. Ceux qu'on n'a pas décodés, ceux que ce n'est pas encore arrivé, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais tous ceux qui sont arrivés, regarde, c'est la preuve. Mais oui. Après, mais oui. après que c'est arrivé. Après. On transforme le passé en fonction de notre présent. Ça nous permet d'expliquer notre présent. Les hiéroglyphes, c'est comme quand on regarde toutes les merveilleuses choses du passé. C'était tellement merveilleux que ça a tout été abandonné. Il y a une chose aussi, Daniel, c'est qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient, qui ressortaient. Il y a eu des initiés, qui ont... Oui, mais les initiés n'étaient pas à la hauteur du plus petit dans la salle ici. Il y a des différences de potentiel à voir. Abraham, qui n'est même pas fichu d'arriver où il veut aller. La raison historique, à un moment donné, il a douté. Tous les autres ont douté aussi. Ils ont même idolâtré les choses. Moïse, c'est pareil. Mais les autres, ils ont pu y aller. On invente le passé en fonction de ce qu'on a besoin. Et même les preuves matérielles apparaissent en fonction de ce que l'être humain a besoin pour supporter son passé. Ce qui lui permet d'extrapoler pour pouvoir dire c'est à cause de ça que nous sommes de même. Ça n'existe pas comme on l'a vu. L'avenir n'existe pas comme l'homme le conçoit, le passé non plus.
Les Atlantéens qui avaient une science extraordinaire. Il y a un mélange entre des humanités qui se sont autodétruites sur d'autres planètes et ce qui s'est passé en Atlantide. Mais en Atlantide, c'était pas génial. C'était pas génial. Ils sont autodétruits. Alors, on regarde tellement de choses merveilleuses. On a bon, on prend le Jésus-Christ. Amen. Il puait. Il était crotté. C'est pas à cause qu'on lui avait les pieds que de l'huile. C'est à fois les pics de l'huile, t'en remettais pas. Quand il est venu au monde, on lui a donné de l'encens, de l'or et de la myrrhe, ça fait du bien. Il n'y a pas une plante en Bible qu'on dit à part quand ils vont se faire baptiser, qu'ils se baptisent habillés. Il n'y a pas une place qu'on dit qu'ils se lavent. La nourriture qu'ils mangent, une nourriture comme on a dans les pays pauvres. Hein? Tu coupes ton melon d'eau, tu le mets à terre, puis les gens ils passent du pied, puis il y a les mouches, puis les chassent un peu, puis tu le vends. Comme la dos d'or d'une journée de temps. Mais là, on n'est plus comme aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, sur la planète, ce sont juste les pays qui sont les pays neufs que les gens se lavent réellement. Ah, ok, parfait. Ouais, bon, on ne passera pas la journée à expliquer, mais c'est bien. Crayon feu? Il faut que ça soit assez gros, hein? Sinon, un vrai, hein, qui bave. Alors voici, on a un anneau de Moebius. Alors je vais me lever, je vais expliquer ceci. On va revenir après sur ce phénomène-là ici des nations du passé qui ont été extraordinaires. Et Napoléon, c'est un génie. Quand il rentrait au bercail, il envoyait un cavalier dire à sa femme, là, que plus, je m'en vais dans un mois. Bon, alors... 3-4 jours. 3-4 jours. 3-4 jours, ouais, c'est sûr, mais quand même. Je ne sais pas si c'est les Français, 3-4 jours, mais c'était bien pire que ça. Bon. Ici, on a un anneau de Moebius. Qu'est-ce qu'on a? On a une bande de papier qui est simplement intertroussée. Alors, au lieu de la coller directement, on a fait un mytho, on l'a collé après. Un anneau de Moebius. C'est simplement un anneau. Tout à fait ridicule. Alors, on prend, et on parle donc de 3 dimensions. Ben, c'est quand le bonhomme, il a simplement pris son morceau de papier, puis qu'il a amené ça, il a mis tous les physiciens sur le dos. Voilà. Simple, hein? Je prends un papier et je le relie. Je le tourne un coup et je le relie. Et toute la physique est sur le cul. Toute la physique est sur le dos. Alors, je prends maintenant une paire de ciseaux et je vais couper ma banderole. J'aurai donc 2 banderoles. C'est évident, c'est logique. Alors, je coupe au centre. Alors, je perce ici. Les enfants, faites attention à vos doigts. Demandez à vos parents. Bon, voilà, je coupe. Alors, je suis simplement mon anneau, comme tout bon coupeur devrait faire. Et je mets les physiciens sur le cul. Alors, je continue à couper. Et donc, Moebius est avec moi. T'es passé en avant, je ne vais pas penser, j'ai profité pour changer de papier. Alors, je continue à couper et vous voyez, mes 2 morceaux se relient ensemble. Et voilà. J'en ai pas 2, j'en ai encore un. Bon. C'est pas l'admirable. Alors, les physiciens, ils sont sur le cul. C'est pas un physicien, c'est bien. Alors voilà, j'ai maintenant un double anneau de Moebius. Et je peux m'amuser longtemps. Je peux couper, j'aurai toujours ma banderole. Jamais j'en aurai 2, jamais elle sera fendue. Par contre, si je l'aurais pas viré de bord, juste comme ça, je l'aurais coupé, je n'aurais eu 2 séparés. Parce que je l'ai reviré de bord, qu'est-ce qui s'est passé pour que pendant que je coupe, elle se réassocie de façon à recréer mon anneau? C'est simple, c'est ça l'anneau de Moebius. Non, je coupe pas l'autre. Ah oui, ok, d'accord, bah ok, fais donc ça pendant que je continue d'expliquer. Alors, un autre miracle ici avec un autre Moebius. Il m'en faudrait un 3e d'abord. Attends un peu avant de couper mon famille. Alors, tu vas servir de tableau peut-être? L'autre, qu'est-ce qui vient carrément? Qu'est-ce qui vient totalement maganer les physiciens? Si je prends un crayon, vous pourrez faire l'expérience, allez voir, et je dessine une ligne dessus. Alors, je fais attention, je garde toujours mon crayon sur ma ligne. Je dessine ma ligne. Alors, c'est extrêmement simple. Je dessine ma ligne. Alors, je continue, je dessine ma ligne toujours. Oups, excuse. Je dessine ma ligne. Alors, je suis toujours ma ligne, mais qu'est-ce qui est extrêmement intéressant? C'est que je dessine ma ligne sur les 2 côtés en même temps, et non pas sur un côté, comme vous le feriez avec un papier ordinaire. Alors, vous voyez que je continue ici, que j'ai une ligne à l'endos, ce qui ne devrait pas se faire normalement dans un espace tridimensionnel convenable. Alors, les physiciens sont tous debout. Et voilà.
Alors, j'ai rejoint ma ligne de départ, mais à l'endos de mon papier, des deux côtés, j'ai ma ligne. Et pourtant, je n'ai pas sauté d'un bord à l'autre. Ça fait partie du phénomène Möbius. Et maintenant, voici le troisième miracle. Parce que tu sais, 3 miracles. En réalité, on fait 2 miracles, faire un miracle. Hein? Bon. Alors ici, nous assistons, n'est-ce pas, à la coupée, à la copie, la coupe. J'ai fini ça, je vous reviens 2 secondes. Il a manqué son coup, faudrait que j'y coupe. Ce qui est très intéressant, bon, ben, vu que c'est fini, c'est original. Ouais, parce que la question est intéressante, Daniel, justement. Là, on a démontré la boucle de Moebius, mais on voulait savoir ici quelle est la ressemblance entre la boucle de Moebius et les mondes parallèles. Maintenant que tout le monde a compris la boucle de Moebius, on va s'amuser probablement avec les mondes parallèles. C'est la même face, c'est un paradoxe très intéressant. Les physiciens, quand le bonhomme est arrivé avec ça, c'est un vieux bonhomme un peu idiot, il leur a dit, voyez, blink, tout est sur le cul. Si tu savais le nombre de structures mathématiques qu'ils ont essayé d'inventer pour expliquer cette connerie-là, ils sont pas encore arrivés. Ils savent qu'on tourne le papier, mais ça mélange tout. Alors, on fait donc notre pause et puis on revient avec ta question ici qui est très intéressante, effectivement. D'autres questions, on les pose et puis...